à l'occasion de la sortie de son chien-dent numéro 72, l'avènement de la voix et l'image euphonique. Dernièrement, tu as édité un livre que j'ai lu avec intérêt, aux éditions L'Harmattan, La poésie au péril de l'oubli. Alors, deux mots, trois mots, poésie, péril, oubli. Quels sont leurs rapports? Alors, il y a plusieurs acceptions au mot oubli. Mais d'abord, la situation de la poésie en France, qui est quand même sous le boisseau, qui est sous une sorte d'omerta médiatique. Ça a d'ailleurs été rappelé dans l'après-midi, aujourd'hui encore. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, une dimension plutôt, entre guillemets, mystique, c'est-à-dire l'oubli de sa vocation originaire, à mes yeux. Donc ça, c'est le second point. Et évidemment, il y a une relation entre l'oubli et la réminiscence, disons, lorsque survient l'inspiration. En gros, c'est ce que j'appelle l'avènement de la voix, c'est-à-dire l'expérience du poème comme un événement intérieur qui est saisi, par certains poètes en tout cas, pour ce qui est mon expérience, par l'oreille intérieure. C'est des sons qui t'éveillent d'abord, avant même des mots. Hein. Donc il y a ce travail dont parle d'ailleurs René Char. Le poète a l'impression que ces mots ont été écrits ailleurs à un moment donné. Donc voilà, il y a cette réminiscence dans l'avènement de la voix du poème en tant qu'événement intérieur. Et ça, on a l'impression qu'à ce moment-là, le poète est comme absous de son absence à ce que René Char appelle la face première du ciel. Dans ce grand poème de René Char, Le bois de Lepte, je n'étais que deux jambes qui marchaient le long du bois de Lepte. Soudain, au détour d'un chemin où se croisaient des voies, où se manifestait un commerce de voix disparues, le rauque incarnat d'une rose, en frappant l'eau, rétablit la face première du ciel avec l'ivresse des questions. Et je pense que même dans l'œuvre de René Char, qui est hors naturellement perspective confessionnelle, adhésion à quelques confessions, il y a quand même cette présence réitérée, même formulée des dieux. Donc c'est cette réalité-là, entre guillemets, en lien avec le réalisme mystique spirituel de Novalis, je trouve qu'il y a quand même une sorte de continuité, et avec Hölderlin, qui me préoccupe dans l'écriture, dans le rapport au mystère. Ton livre aborde la question du divin d'une certaine manière. Je n'ose parler du mot Dieu, mais le divin. Et qu'est-ce pour toi la transcendance? Voilà. Alors, justement, il n'est d'aucune question d'une transcendance qui, à l'évidence, demeure muette, mais non pas davantage de cet attrait pour l'immanence qui a une sorte de caractère aujourd'hui un peu totalitaire et qui ne laisse pas une ouverture vers le spirituel hors de la religion. Donc on peut être athée de certaines religions, mais j'ai du mal à penser que dans sa relation à l'inspiration poétique, un poète peut être mettre à l'écart la dimension cosmique du mystère, et je pense que ce n'est pas le cas d'ailleurs. Donc je ne vais pas lever ce malentendu, mais je crains qu'il y ait, tout en le respectant, un trop grand parti pris des choses. Je connais bien l'œuvre de Ponge, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible qui semble un intérêt un peu trop grand pour l'apparent, pour l'immanence. Pour illustrer tes propos, avant d'aborder par rapport aux idées que tu développes, ta propre poésie, pourrais-tu citer les poètes que tu cites dans ton livre? La poésie au risque du péril. Oui. Bon, il y a Rimbaud. J'ai, dans l'ordre chronologique, dans un espace de 218 ans, à partir de 1770, il y a Hölderlin et Novalis, les deux grands poètes allemands qui ont quand même une certaine ressemblance. Ensuite, il y a Victor Hugo, qui débute le siècle. Ensuite, il y a Rimbaud. Après, vient Mallarmé. En 1821, né Baudelaire, qui a un rôle central tout au long du siècle, car il influence tout le monde, notamment à travers le symbolisme et autres. Et ensuite, Mallarmé, qui est un changement très très important, surtout avec le coup de dé. Puis vient Saint-Jean-Perse, l'atmosphère surréaliste alentour naturellement, et in fine,
René Char, et bon, pour un poète vivant contemporain, c'est Salas Tétier. Je ne l'ai pas beaucoup traité parce que bon, je n'étais pas en mesure de le faire à ce moment-là, mais il est également cité. Et j'ai voulu montrer ce que Saint-Jean-Père appelle l'évolution des écritures. Et non seulement l'évolution des écritures, mais l'évolution du rapport à la transcendance à travers tous ces différents poètes. Par exemple, Hugo croit à une transcendance tout en croyant au progrès, tandis que Baudelaire, lui, demeure chrétien, mais avec le poids du péché originel. Enfin, c'est déjà une inflexion un peu différente et moins de naïveté. Rimbaud fait tout exploser. Mallarmé, lui, il est hanté par l'azur, mais il le rejette. Il le rejette complètement, tout en étant un poète d'une très grande envergure sur le plan intrinsèque du langage. Et ensuite, eh bien, vient Apollinaire, que je n'ai pas pu traiter, mais qui, lui, avec une âme, une incandescence d'enfant et un attrait très fort pour le mystère et un embrassement de toutes les formes de mystère, réhabilite une certaine poésie à mes yeux. Saint-Jean-Père, c'est le magicien de la langue, évidemment, l'homme des îles, la luxuriance, et donc il est débarrassé de ces ornières intellectualistes françaises, radicalement, c'est ce qui me plaît chez lui, c'est la beauté de la langue. Et ensuite, il y a René Char avec ce lyrisme plus rentré, mais qui est le poète que je préfère parce que c'est le grand frère et l'homme engagé dans la résistance qui me plaît. Donc tu es poète toi-même, tu écris toi-même, et ta première œuvre ça se nomme La Rose circumpolaire. Oui. Alors pour moi, il y a, comme dit Spinoza, il y a la nature, certes, mais Spinoza dit bien qu'il est fasciné par les prophètes et par le domaine de l'imagination. Et pour moi, il y a un second niveau de nature, sinon de surnature, c'est le domaine intrinsèque du langage. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des mots, il y a des sons. Et donc c'est cette intuition-là que je veux faire valoir dans la poésie. Primauté de la musique et primauté de l'assonance de l'allitération, surtout pour une langue comme la langue française, et puis développement d'un souffle, bon c'est un peu provoquant, mais c'est d'un souffle assez grand, une amplitude imaginative et rythmique dans le vers. C'est pour ça que j'ai écrit dans un format italien. Alors, voilà. Avant que tu nous lises quelques extraits de ta propre poésie, tu t'es préoccupé de ce qu'on pourrait appeler, et de tout temps d'ailleurs, la crise du vers. Tout à fait, je me suis préoccupé de la crise du vers. Bon, c'est l'approche faite par Mallarmé, désespérée de la récusation de l'Alexandrin à un moment, sur lequel il avait quand même investi beaucoup de son âme, et qui essaye de rattraper la chose. Bon, on connaît le travail qu'il a voulu faire sur le coup de dé jamais, un coup de dé jamais n'abolira le hasard, où il veut en fait mettre sur la page un reflet du ciel dans la typographie. Et à mes yeux, bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans la problématique de Mallarmé, mais je lui ai fait une interprétation du dernier texte dans le coup de dé, qui, à mon avis, montre à l'évidence un grand désir du retour à l'azur. C'est pour ça que moi, dans mon dernière œuvre, là, intrinsèquement mystique, que je viens d'écrire, qui n'est pas encore édité, Ce que dit la colombe à la rose, j'ai un sous-titre, c'est 7 chants pour un retour à l'azur. Alors, je ne veux d'aucune manière être, comment dire, un militant de quelque cause transcendantale, mais je trouve qu'aujourd'hui la poésie n'exprime pas un message d'espérance, un message spirituel, et qu'elle reste cantonnée à une sphère complètement intellectuelle et ne fait pas, comme disait Léo Ferré, chanter la langue. Et alors là, je suis radicalement contre. Alors je suis fatigué des joutes oratoires concernant le lyrisme, si on dit je, si on ne dit pas je, tout cela sont des absurdités intellectuelles françaises que je récuse extrêmement violemment. S'agissant de la forme, puisqu'il y a primauté de la dimension orale de la poésie, parce que je viens de l'oralité, je suis né en Afrique, d'ascendance hispanique, et j'étais un poète oral, voilà, pendant des années. Donc, c'est une sorte de sacrifice déjà que de tomber dans l'écrit. Bon, enfin, c'est aussi une très bonne aventure, hein, naturellement. Donc, c'est un point central. Donc, quand on parle d'une poésie, où, dans des petits formats de livres ou des grands formats, où il y a le vers blanc, il y a ceci, cela, moi je vous dis simplement,
quand j'écris la poésie, je la chante. Alors, je peux l'écrire dans un format italien. Si je réduis le format, je le mets eh bien, à ce moment-là, j'obtiens un verset très facilement, c'est ce que cette œuvre démontre. Et dans ce verset, il se trouve que toutes les 2 lignes, il y a une rime. Mais si on le lit, je tiens à le dire, si on lit un texte avec toute son âme, on ne voit aucune trace si c'est une rime ou pas une rime. Voilà. Je te remercie.